il y a une personne dans ta vie qui t'irrite d'une façon que tu n'arrives même pas à expliquer correctement. Rien que de voir son nom apparaître sur ton téléphone, quelque chose change en toi. Rien que d'entendre sa voix, le corps se bloque. Tu n'as même pas besoin d'être près d'elle. Elle vit dans ta tête, occupe de l'espace, consomme de l'énergie. Et tu as déjà tout essayé, ignoré, confronté, t'éloigner, laisser tomber. Mais elle est toujours là. Ou alors elle disparaît, et une autre apparaît, avec le même schéma, la même façon de te provoquer, comme si l'univers continuait à en remettre. Tu changes de travail et tu as un collègue identique au précédent. Tu finis une relation et le suivant a les mêmes défauts. Tu changes de ville, de cercle, de vie, et le miroir continue à te montrer les mêmes scènes. Pourquoi? Parce que le problème n'a jamais été là dehors. Je sais que ça fait mal à entendre. La réaction naturelle est de résister, de dire que non, que l'autre est le problème, que tu es la victime de la situation. Mais reste avec moi, parce que ce que je vais te montrer maintenant n'est pas une accusation. C'est la clé que tu cherches depuis toujours. Avant de continuer, écris-moi ici, dans les commentaires, de quelle ville tu regardes ça en ce moment. J'adore savoir d'où vient chaque personne de cette communauté. Dis-moi ta ville et reste jusqu'à la fin, parce que ce qui vient ensuite va te remuer de l'intérieur. Les anciens sages taoïstes avaient une métaphore puissante. Ils disaient que le monde est comme un lac dans le calme. Quand tu jettes une pierre dans l'eau, tu ne vois pas la pierre. Tu vois les vagues qu'elle provoque. C'est exactement ce qui se passe avec les personnes autour de toi. Tu ne les vois pas telles qu'elles sont vraiment. Tu vois l'effet qu'elles produisent sur ta surface intérieure. Si ton eau intérieure est calme, le reflet est net. Tu vois les choses clairement. Mais si ton eau est agitée, le reflet se déforme. Tout semble une menace, tout semble insupportable. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que ton état intérieur déforme tout. C'est ce qu'on appelle la loi du miroir, et elle n'est pas venue pour te culpabiliser de quoi que ce soit. Elle est venue pour te rendre quelque chose que tu avais perdu, ton pouvoir. Parce que si tout dépend du changement des autres, tu es perdu. Mais si tu comprends que ton expérience du monde est connectée à ce que tu portes en toi, alors tu peux faire quelque chose à ce sujet. Je vais te dire quelque chose que tu ne sais peut-être pas. Le mot « personne » vient du latin « persona ». Et en latin, ce mot signifiait « masque ». Les masques que les acteurs romains portaient au théâtre pour jouer leur rôle. Pense-y un moment. Le mot que nous utilisons pour nous définir comme êtres humains signifiait originellement « masque ». Et ce n'est pas une coïncidence. Depuis tout petit, on apprend à porter des masques. On apprend quelles parties de soi sont acceptables et lesquelles ne le sont pas. Quelles émotions peuvent être montrées et lesquelles doivent être cachées. Quand tu étais enfant, peut-être que tu as appris que pleurer était une faiblesse, que s'énerver était dangereux, que demander de l'aide était gênant, qu'être trop joyeux était de l'immaturité. Et ainsi, tu as construit une image de toi-même. Le fils responsable, l'ami qui va toujours bien, l'homme fort, la femme qui règle tout. Sauf que cette image n'est pas toi. C'est ton masque. Et derrière lui existent des émotions que tu as réprimées, des désirs que tu as niés, des peurs que tu as enterrées. Tout cela continue à vivre en toi. Ça n'a pas disparu parce que tu l'as ignoré. Ça s'est juste caché dans un endroit plus profond. Et voici le point le plus important. Quand quelqu'un menace ce masque, tu ressens comme si c'était une attaque à ta survie. Ce n'est pas qu'on t'a offensé, c'est qu'on a touché quelque chose
que tu ne veux pas voir apparaître. Imagine quelqu'un qui se présente toujours comme la personne forte et indépendante. N'a jamais besoin d'aide, ne se plaint jamais, a tout sous contrôle. Un jour, quelqu'un dit « Hey, tu as l'air fatigué, tout va bien ?» Et cette personne explose. « Fatigué, moi? Pas du tout, je suis très bien. » Elle se défend, s'offusque. Pourquoi? Ah, parce qu'une simple question a menacé le masque de la force. L'autre a simplement vu quelque chose de réel et c'était insupportable. Demande-toi, quel masque tu portes? Qui t'es-tu convaincu de devoir être pour être aimé, respecté, accepté? Et quelles parties de toi ont dû être cachées pour maintenir ce masque en place? Parce que ces parties cachées sont exactement celles qui vont apparaître reflétées dans les personnes autour de toi. Carl Jung, le psychologue suisse, y a donné un nom à tout cela. Il l'a appelé l'ombre. Tout ce que tu réprimes de toi-même ne disparaît pas. Ça va habiter dans ton ombre. Et ton ombre ne reste pas tranquille. Elle se projette dans le monde. Tu la vois dans les autres. Ça fonctionne ainsi. Ton ego construit une identité. Je suis patient. Je suis généreux. Je ne suis pas égoïste. Mais pour soutenir cette identité, tu as dû nier le contraire. Tu as réprimé l'impatience, la mesquinerie, l'égoïsme naturel. Et ce que tu nies devient ton ombre. Maintenant vient le plus fascinant. Tout ce que tu nies en toi-même, tu le vois exagéré chez les autres. Si tu as réprimé la colère parce que tu as appris que les bonnes gens ne s'énervent pas, alors les personnes en colère vont te sembler absolument intolérables. Pas seulement irritantes, mais presque offensantes à un niveau viscéral. Pourquoi? Parce qu'elles expriment quelque chose que tu ne te permets pas. Et elles vivent une partie de l'expérience humaine que tu as enfermée à double tour. Et ça te dérange profondément, non pas par ce qu'elles font, mais par ce qu'elles te rappellent de toi. Le symbole du yin et yang explique cela parfaitement. Lumière et obscurité. Chacune porte une graine de l'autre. Les taoïstes n'ont jamais essayé d'éliminer l'obscurité. Ils savaient qu'essayer d'être seulement lumière crée une ombre encore plus dense. Ah, la sagesse est de reconnaître que les deux forces habitent en toi. Pense à quelqu'un qui critique constamment les personnes égoïstes. Parle en mal de ceux qui pensent à eux-mêmes en premier. Le jugement est féroce. Mais si tu regardes de près cette personne, elle vit épuisée. Elle donne, donne, donne sans arrêt. Se sacrifie toujours, ne demande jamais rien pour elle-même. Et en elle grandit un ressentiment énorme. Il existe une partie d'elle qui veut aussi être égoïste, qui veut dire non et qui veut prioriser ses propres besoins. Mais comme elle ne se le permet pas, elle projette cette partie réprimée sur les autres et les condamne pour l'exprimer. Le jugement féroce envers l'égoïsme des autres est, en réalité, un cri désespéré de son propre égoïsme réprimé. Maintenant, demande-toi, quel comportement chez les autres te semble absolument intolérable? Pas seulement ennuyeux, mais presque offensant. Cette intolérance intense est un indice énorme. Elle te pointe directement vers quelque chose que tu as réprimé en toi et que tu dois reconnaître. Non pas pour le devenir, mais pour l'intégrer. Parce qu'intégrer ne signifie pas agir. Cela signifie reconnaître. Oui, j'ai aussi cette capacité en moi. Oui, cette émotion est aussi la mienne. Et quand tu reconnais, elle cesse de te contrôler dans l'ombre. Cesse de se projeter avec autant de force sur les autres. Cesse de te faire autant mal quand tu la vois là-dehors. Les personnes qui t'attirent le plus et celles qui te repoussent le plus remplissent exactement la même fonction. Te montrer quelque chose de toi-même que tu n'as pas encore intégré.
L'attraction intense et le rejet intense sont les deux faces de la même pièce. Quand quelqu'un te fascine de façon disproportionnée, c'est généralement parce que tu vois chez cette personne des qualités que tu as en sommeil. Tu admires son courage parce que tu as du courage non développé. Tu es attiré par sa liberté parce que tu aspires à ta propre liberté réprimée. De la même façon, quand quelqu'un t'irrite profondément, il te montre quelque chose que tu ne veux pas voir en toi-même. Le neutre ne génère pas de réaction. Si quelqu'un fait quelque chose et que tu observes simplement sans charge émotionnelle, ça ne dit rien sur toi. Mais quand il y a de la charge, quand il y a une émotion intense, quand tu sens que quelque chose se remue en toi, là, il y a projection et il y a quelque chose de toi qui se reflète dans l'autre. Tu as une collègue de travail qui parle constamment de ses propres succès, de ses projets, de comment tout va bien pour elle, et ça te semble insupportable. Tu penses, quel besoin de se montrer ainsi, quel manque d'humilité. Mais si tu regardes honnêtement en toi, tu découvriras peut-être que toi aussi tu veux de la reconnaissance. Peut-être que tu travailles dur et que personne ne le remarque. Et peut-être que tu as grandi en croyant que les personnes humbles ne parlent pas d'elles-mêmes et tu as réprimé ton propre désir d'être vu et célébré. Cette femme ne te dérange pas parce qu'elle est. Elle te dérange parce qu'elle te rappelle de ce que tu ne te permets pas. Et cela se connecte directement à une autre vérité qui fait mal, mais qui libère. Chaque fois que tu juges quelqu'un, tu te confesses quelque chose sur toi-même. Le jugement n'est pas une déclaration sur l'autre. C'est une révélation de ta propre blessure, de ton propre conflit intérieur, de ta propre ombre. Attention, juger est différent de discerner. Le discernement est tranquille et neutre. Cette personne a ce comportement et je préfère ne pas m'en approcher. Sans drame, sans charge émotionnelle. Mais le jugement est autre chose. Cette personne est absurde, elle m'indigne. Comment peut-elle être comme ça? Cette intensité émotionnelle est le signal d'alarme. Quand tu juges avec force, il y a quelque chose en toi qui se sent menacé, questionné, reflété. Derrière chaque jugement existe une histoire personnelle. Si tu juges durement les personnes irresponsables, tu as probablement porté trop de responsabilités depuis tôt, et il existe une partie de toi qui veut lâcher ce poids. Si tu juges ceux qui ne font pas d'efforts, tu t'es probablement trop exigé toute ta vie, et, au fond, tu voudrais pouvoir te reposer sans culpabilité. Le jugement est une confession. Je me contrôle tellement là-dedans que ça fait mal de voir quelqu'un qui ne fait pas de même. Écoute tes propres jugements, non pour les éliminer, mais pour les utiliser comme information. Et il y a quelque chose de plus qui complique tout cela. Tu ne réagis pas aux faits. Tu réagis à ton interprétation des faits. Entre ce qui se passe et ta réaction, il existe un espace invisible. Et dans cet espace, ton esprit invente des histoires, attribue des significations, crée des récits qui souvent n'ont rien à voir avec la réalité. Quelqu'un ne te salue pas dans la rue. C'est le fait objectif et neutre. Mais ton esprit commence à travailler immédiatement. Il m'a ignoré. Il est fâché contre moi. Il ne m'aime pas. Quel manque d'éducation. Chaque interprétation génère une émotion différente et aucune d'elles n'est nécessairement vraie. Peut-être que la personne était distraite. Peut-être qu'elle a des problèmes de vue. Et peut-être qu'elle venait de recevoir une mauvaise nouvelle et n'était pas présente. Mais tu as déjà réagi, non au fait de ne pas avoir été salué, mais à l'histoire que tu as fabriquée dans ta tête. Et cette histoire fait plus mal que le fait lui-même. Ton partenaire rentre à la maison et va directement dans la chambre sans dire bonjour. Tu penses immédiatement
Il est en colère contre moi. J'ai fait quelque chose de mal. Il a sûrement appris ce que j'ai dit hier. Le cœur s'accélère, l'anxiété apparaît, tu t'irrites même préventivement. Mais il s'avère que ton partenaire a eu une horrible journée au travail. Il était épuisé. Il avait besoin d'un moment seul avant de pouvoir être sociable. Ça n'avait absolument rien à voir avec toi. Sauf que tu as déjà réagi à l'interprétation. Et en réagissant à une histoire inventée, tu as créé un conflit qui n'existait pas auparavant. La prochaine fois que tu ressens une réaction émotionnelle forte, fais une pause. Respire et demande-toi, quelle histoire est-ce que je me raconte? Est-ce un fait vérifiable ou une interprétation de ma part? Existe-t-il d'autres lectures possibles? Il ne s'agit pas de nier l'émotion, mais de reconnaître qu'elle est peut-être basée sur un récit qui n'est pas réel. La projection fonctionne ainsi. Tu prends quelque chose que tu n'arrives pas à accepter en toi-même et tu le projettes à l'extérieur. Tu le vois chez les autres. Ce n'est pas conscient, ce n'est pas délibéré, mais ça arrive tout le temps, sans que tu t'en rendes compte. Imagine que quand tu étais enfant, tu as appris que la colère était dangereuse. Chaque fois que tu t'énervais, tu étais puni ou rejeté. Alors, tu as développé une croyance ferme. Je ne suis pas quelqu'un qui se met en colère. La colère est une mauvaise chose. Mais la colère ne disparaît pas parce que tu la nies. C'est une émotion humaine, naturelle et nécessaire. Alors, qu'est-ce que ta psyché fait? Elle projette cette colère dans le monde. Soudainement, tout le monde semble en colère. Ton chef est en colère. Ton partenaire est en colère. Le caissier du supermarché est en colère. Tu vis dans un monde plein de gens en colère, parce qu'il est plus sûr de voir ça là dehors que de le reconnaître en toi. Et ce qui est fascinant, c'est que ce qui a été réprimé cherche une sortie, veut être vu, intégré, guéri. C'est pourquoi il attire vers toi exactement ce que tu nies. Non comme punition, mais comme opportunité. La vie place devant toi, de façon répétée, ce que tu as besoin de voir, jusqu'à ce que tu le regardes enfin en face. Tu connais quelqu'un qui se plaint constamment des gens faux. Dit qu'elle déteste la fausseté, qu'elle est authentique, qu'elle ne supporte pas ceux qui font semblant. Mais si tu observes sa vie, elle aussi porte des masques. Elle se comporte d'une façon au travail, d'une autre avec la famille, d'une autre avec les amis. Elle cache ses vrais sentiments pour maintenir la paix. Dit qu'elle va bien quand ce n'est pas le cas, sauf qu'elle ne peut pas reconnaître ça en elle-même, parce que ça irait contre l'image qu'elle a d'elle-même en tant que personne authentique. Alors, elle projette. Elle voit de la fausseté partout. Et chaque fois qu'elle en voit, elle s'indigne, parce qu'elle voit refléter exactement ce qu'elle n'accepte pas en elle-même. Le monde n'est pas un endroit neutre qui te fait des choses. C'est un système de rétroalimentation. Il te renvoie l'énergie que tu émets. Non de façon magique ni ésotérique, de façon pratique et réelle. Ce que tu donnes détermine ce que tu reçois. C'est aussi simple que ça, et aussi complexe que ça. Si tu marches dans la vie avec méfiance, en t'attendant à ce que les gens te trahissent, tu te comportes de façon défensive. Tu ne t'ouvres pas, tu ne partages pas, tu maintiens tes distances. Et les gens sentent cette énergie, même si tu ne l'exprimes pas en mots. Ton langage corporel, ton ton, ton regard communiquent tout. Ils répondent avec prudence, avec distance, confirmant ta croyance que les gens ne sont pas fiables. Et tu dis, tu vois, je le savais. Les gens sont comme ça. Mais tu ne remarques pas que tu as participé activement à la création de cette dynamique. Ce n'est pas de la faute, c'est de la responsabilité.
Et il existe une énorme différence entre les deux. Et tu connais quelqu'un qui se plaint que personne ne l'aide. Je dois tout faire seul. Personne ne lève le petit doigt pour moi. Les gens sont égoïstes. Mais quand tu observes comment cette personne se comporte, tu découvres qu'elle non plus n'offre pas d'aide. Et quand quelqu'un en offre, elle refuse avec fierté. Non merci, je m'en sors seule. Elle émet une autosuffisance forcée et de l'isolement. Et c'est exactement ce qu'elle reçoit en retour. La solitude. Le miroir est parfait. Il ne se trompe jamais. Il te renvoie avec une précision mathématique ce que tu mets dans le monde. La question n'est pas « Pourquoi me font-ils ça ?» La question est « Qu'est-ce que je donne qui génère ce retour ?» Maintenant, je vais parler de quelque chose qu'on dit rarement à voix haute. Avant que quelqu'un te blesse, tu te blessais déjà toi-même. La violence externe n'est que l'écho de la violence interne. Et la violence interne la plus commune ne sont pas les insultes que tu te fais à toi-même. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil et beaucoup plus destructeur. C'est te forcer constamment à être différent de ce que tu es. Combien de fois par jour est-ce que tu t'exiges d'être plus productif, plus discipliné, plus fort, plus réussi? Combien de fois est-ce que tu nies tes besoins de repos, d'expression émotionnelle, d'authenticité? Je ne devrais pas ressentir ça. Je ne devrais pas vouloir ça. Je dois être meilleur. Je dois faire plus d'efforts. C'est de la violence. Elle n'est pas physique, mais elle est réelle. C'est le conflit constant entre qui tu es et qui tu crois devoir être. C'est la guerre silencieuse contre toi-même que tu mènes tous les jours sans t'en rendre compte. Et quand tu vis dans une guerre intérieure, tu projettes une guerre extérieure. Tes relations deviennent des champs de bataille. Tu ne sais pas te comporter à partir de la paix parce qu'il n'y a pas de paix en toi. Tu te forces à sourire quand tu es triste. Tu ignores tes limites physiques et émotionnelles. Tu nies tes désirs pour t'adapter. Tu te critiques sans pitié chaque fois que tu te trompes. Tout cela est de la violence contre ta propre nature. Le Tao Te Ching disait avec une simplicité écrasante « La nature n'est pas pressée, mais tout s'accomplit. Le bambou ne se force pas à pousser, et le fleuve ne se force pas à couler. Seuls les humains vivent en guerre constante avec leur propre nature, essayant d'être quelque chose qu'ils ne sont pas pour s'adapter à un moule qu'ils n'ont même pas choisi. Une personne vit épuisée, travaille toute la journée, s'occupe des enfants, maintient la maison, répond à tout le monde, ne dit jamais non, ne demande jamais d'aide. Elle est fière de sa capacité de sacrifice. Mais en elle, il existe du ressentiment. Elle se sent invisible, non valorisée et épuisée jusqu'aux os. Et quand quelqu'un demande encore une chose, elle explose. Personne ne m'aide. Personne ne pense à moi. Je dois tout faire, toujours. Mais la vérité est qu'elle s'est violentée en premier. Elle a ignoré ses limites, nié ses besoins, s'est forcée au-delà du supportable. Et maintenant, elle attend que le monde lui rende le soin qu'elle ne se donne pas. Le conflit externe est toujours le reflet du conflit interne. La paix avec les autres commence par la paix avec soi-même. Il n'y a pas de raccourci. On ne peut pas être en guerre avec soi et en paix avec le monde. Le miroir ne ment pas. Et il y a encore une chose que tu dois savoir. Tes relations les plus proches sont les miroirs les plus puissants qui existent. Ton partenaire, ta famille, tes amis intimes. Ce n'est pas un hasard que ce soit exactement eux qui te perturbent le plus. L'intimité active les projections les plus profondes. Avec un inconnu, tu gardes tes défenses levées et avec ton partenaire, tu les baisses. Et c'est là qu'émergent tes schémas les plus anciens.
tes blessures d'enfance, tes besoins non satisfaits, tout ce que tu as enterré remonte à la surface, précisément dans les relations où tu te sens suffisamment en sécurité pour être vulnérable. Ton partenaire ne te fait pas ressentir le rejet. Il active ta vieille blessure de rejet, qui vient probablement de bien avant que tu le connaisses. Ta mère ne te rend pas fou, et elle appuie sur les boutons qu'elle a elle-même installés il y a des décennies. Ton meilleur ami n'est pas insensible. Il reflète la zone où toi-même tu es insensible envers toi. C'est pourquoi les relations intimes sont si difficiles. Non pas parce que les personnes proches sont pires que les inconnus, mais parce qu'elles sont de meilleurs miroirs. Elles te montrent avec plus de netteté ce que tu as besoin de voir. Elles te polissent comme le fleuve polit les pierres. La friction est nécessaire pour adoucir les arêtes. Si ton partenaire est très indépendant et que ça t'angoisse, peut-être as-tu une vieille blessure d'abandon que tu n'as pas encore guérie. S'il est très exigeant et que ça t'étouffe, peut-être as-tu une blessure avec la liberté et les limites. Ton partenaire n'a pas créé ces blessures. Il les éclaire seulement, précisément parce que l'intimité te permet de baisser tes défenses suffisamment. Quels schémas se répètent dans tes relations proches et quels conflits reviennent toujours, même quand tu changes de partenaire, d'amis, de dynamique. Ces schémas ne sont pas là par hasard. Ils sont là parce qu'il y a quelque chose en toi qui a besoin d'être vu, reconnu, guéri. Les personnes proches ne sont pas ton problème. Ce sont tes miroirs les plus honnêtes. Et cela nous amène au point qui unit tout. Chaque conflit est une opportunité de connaissance de soi. Chaque personne qui t'irrite, chaque situation qui te fait sortir de ton centre, mais tout est une invitation. Ce n'est pas une condamnation. Ce n'est pas une punition. C'est une opportunité de mieux te connaître, de voir ce qu'il y a en toi qui demande attention. Normalement, quand un conflit surgit, toute notre énergie va vers l'extérieur. Qu'est-ce que cette personne a fait? Comment puis-je la changer? Comment me défendre? Comment avoir raison? Mais la loi du miroir t'invite à inverser la direction de l'attention. Au lieu de demander « qu'est-ce qu'elle m'a fait ?» et me demande « qu'est-ce qu'elle me montre ?» Cela ne signifie pas qu'il n'existe pas de comportement inacceptable. Cela ne signifie pas que tu dois tolérer les abus. Tu peux établir des limites et t'éloigner des situations nuisibles. Mais même dans ces cas, il y a une information précieuse dans ta réaction. Pourquoi as-tu accepté ce traitement? Quelle croyance sur toi-même a permis cette dynamique? Qu'est-ce que tu apprends sur tes schémas? Tu as un conflit récurrent avec ton chef? Tu sens qu'il ne te reconnaît jamais, qu'il ne valorise jamais ton travail. Tu peux continuer à te battre mentalement avec cette personne en espérant qu'elle change. Ou tu peux utiliser le miroir. Que te montre cette situation sur toi? Peut-être te montre-t-elle que toi-même tu ne valorises pas ton travail, que tu attends une validation externe parce qu'en interne tu ne fais pas confiance à ta propre valeur. Peut-être te montre-t-elle un schéma d'enfance où tu ne t'es jamais senti suffisant. Le chef ne va pas nécessairement changer. Mais quand tu changes ta relation interne avec la reconnaissance, la dynamique se transforme. Peut-être que tu deviendras moins réactif. Peut-être que tu établiras des limites plus claires. Peut-être que tu décideras de partir avec paix, non avec ressentiment. Ou peut-être que, mystérieusement, quand tu cesses d'avoir autant besoin de cette reconnaissance, tu commences à la recevoir. Le conflit ne te punit pas. Il t'enseigne. La question est de savoir si tu es prêt à être élève de ta propre vie. Fais une pause. Respire. Sens le poids de tout ce que tu viens d'entendre. Le miroir ne t'accuse pas, ne te punit pas.
il reflète simplement. Et c'est la libération la plus profonde qui existe. Si le monde est un reflet de ton état intérieur, alors tu as du pouvoir. Non le pouvoir de contrôler les autres, mais quelque chose de bien plus précieux, le pouvoir de transformer ton expérience de l'intérieur. Ah, pendant des années, tu t'es battu contre des reflets, en essayant de changer l'image dans le miroir, en bougeant les mains devant lui, en espérant que le reflet se comporte différemment. Mais le miroir ne peut que montrer ce qui est devant lui. Change-toi. Le reflet change. Le conflit n'a jamais été ton ennemi. Le conflit est le messager. Et comme tout messager, il ne remplit qu'une fonction, t'apporter une information. Le problème n'est pas le message, c'est que tu as passé ton temps à tuer le messager au lieu de lire ce qu'il t'avait apporté. Imagine que chaque personne difficile est un messager qui vient te montrer quelque chose d'oublié de toi. Ce collègue irritant vient te montrer où tu as besoin d'approbation externe. Ce membre de la famille qui te juge vient refléter ta propre voix critique intérieure. Ce partenaire qui ne te comprend pas vient illuminer les zones où toi aussi tu ne te comprends pas. La paix n'est pas dans le fait de changer le monde. Elle est dans le nettoyage du miroir. Et le seul miroir que tu peux nettoyer est le tien. Ta perception, ton état intérieur, la clarté avec laquelle tu te vois toi-même. Quand tu cesses d'être en guerre intérieure, quand tu cesses de te forcer, de te critiquer, de te nier et d'exiger d'être différent de ce que tu es, l'eau de ton être se calme. Et quand l'eau se calme, le reflet devient clair. Non pas parce que le monde change du jour au lendemain, mais parce que tu changes la façon dont tu le perçois, dont tu te rapportes à lui, dont tu réponds à ce qui arrive. Et ça transforme tout. Il y aura des moments où tu vas oublier. Tu vas réagir, juger, accuser. C'est normal. Tu es humain. Le miroir va aussi refléter ces moments et va te rappeler, avec une patience infinie, qu'il existe une autre façon de vivre, une autre façon de regarder, et une autre façon de se comporter avec tout ce qui t'entoure. La loi du miroir n'est pas venue pour ajouter plus de pression dans ta vie. Elle n'est pas venue dire « c'est ta faute » ou « si tu souffres, c'est parce que tu l'as attiré ». C'est une distorsion cruelle d'une vérité libératrice. La loi du miroir est venue te rendre ton pouvoir, te rappeler que tu n'es pas une victime passive des circonstances. Qu'en toi existe la capacité de transformer ton expérience, non en changeant les autres, mais en guérissant les blessures qui font que certains reflets font si mal. Quand tu guéris la blessure de rejet, les personnes qui te rejettent n'ont plus le même pouvoir sur toi. Non pas parce que tu cesses de ressentir, mais parce que tu cesses d'interpréter chaque rejet comme une confirmation de ton manque de valeur. Quand tu intègres ton ombre, quand tu acceptes toutes les parties de toi-même, les autres cessent d'être des ennemis. Ils deviennent des miroirs neutres qui te montrent où il y a encore du travail à faire. Et ce travail n'est pas une condamnation, c'est une invitation au retour chez toi. Le retour à toi-même. Les taoïstes fluaient avec le monde, non pas parce qu'ils étaient passifs, mais parce qu'ils comprenaient que la résistance crée de la souffrance et que l'acceptation crée de l'espace pour le vrai changement. Le Tao Te Ching dit de façon simple et parfaite: quand tu t'acceptes, le monde entier t'accepte. Ils ont l'inverse. N'attends pas que le monde t'accepte d'abord pour t'accepter ensuite. Commence par toi. Le reflet va suivre. Maintenant, c'est ton tour. Tu es arrivé jusqu'ici et ça dit beaucoup sur toi. Ça dit que tu cherches quelque chose de plus profond, que tu ne te contentes pas de réponses faciles, que tu veux vraiment comprendre comment fonctionnent tes relations et ton monde intérieur. Alors, je te demande une chose.
laisse-moi un commentaire ici en bas. Dis-moi quelle personne ou situation dans ta vie est ton miroir le plus clair en ce moment. Ce que tu penses qu'elle est venue te montrer. Tu n'as pas besoin de donner des noms ni des détails. Partage juste ce qui a résonné, ce que tu as ressenti en écoutant tout ça. Parce que partager non seulement t'aide à voir plus clairement. Ton expérience peut illuminer le chemin de quelqu'un qui passe par quelque chose de similaire et ne sait pas comment le nommer. Tu n'es pas seul dans tout ça. Nous apprenons tous à lire les reflets. Nous nettoyons tous notre miroir peu à peu. Et si ça t'a servi à quelque chose, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Cette personne qui t'est venue à l'esprit, maintenant même pendant que tu lisais ces mots. Peut-être que c'est exactement elle qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Le miroir ne t'accuse pas. Il t'illumine. Mais seulement si tu es prêt à regarder.